Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 89, le Tour d'Europe. Grégoire nous rapporte pour la fin des années 50 quelques informations sur la situation géopolitique européenne et je le cite. Agila régnait en Espagne et accablait son peuple d'un joug pesant. L'armée de l'empereur entra sur son territoire et en prit quelques villes. Agila ayant été tué, Athanagild parvint au trône, combattit souvent contre cette armée, la vainquit plusieurs fois, et remit sous sa puissance une partie des cités dont elle s'était emparée injustement. Mais à ce moment-là, l'Italie fut reprise pour l'empereur, et personne depuis ne l'a reconquise. Grégoire de Tours, 10 livres d'histoire, chapitre 4. Alors que nous sommes sur le point de conclure la saison 4, profitons du bref topo géopolitique que nous livre Grégoire sur ce qui se passe en Europe à la fin des années 50, en faisant un petit tour des voisins du Regnum. Commençons par le front qui préoccupe réellement les Mérovingiens au milieu du VIe siècle. Clairement, les choses se sont envenimées au nord, avec l'agonie puis la mort de Théodebald de l'Infirme, qui a sonné le signal de la révolte chez les peuples vaguement soumis par ses prédécesseurs. Mais qui peut être vraiment surpris? En réalité, la Germanie libre reste un espace aussi difficile à contrôler par les Mérovingiens qu'il l'était par leurs prédécesseurs romains, et les racines germaniques de nos héros ne changent probablement rien à l'affaire. Si le royaume de Thuringe semble un peu plus constitué comme État par rapport aux alliés saxons ou frisons, n'imaginons pas autre chose que des pays sans aucune organisation urbaine, sans infrastructure routière et encore largement couverts de forêts et de marais. Autant dire le cauchemar pour y dérouler des expéditions militaires, forcément complexes et risquées. Et puis, il n'y a pas que la conquête. L'organisation tribale et la décentralisation inhérente combinée à son paganisme historique rend le contrôle politique de ces pays extrêmement coûteux. Puisqu'il faut non seulement y envoyer des soldats, mais les faire suivre par des missionnaires, des fonctionnaires et des maçons. Soit une débauche de moyens assez décourageante pour n'importe quel roi mérovingien. Nos héros se doivent donc toujours d'aller casser les dents au premier chef qui ose se proclamer roi indépendant, mais se contentent généralement au final d'exiger du tribut et des mercenaires voire des esclaves, d'obtenir le passage des marchands et de recevoir une soumission politique de façade. La reprise de contrôle de Clotacar entre 555 et 560 est-elle pénible? Oui, mais elle n'est pas très différente de ce qu'ont fait des générations de ses prédécesseurs. Sinon que la frontière s'est déplacée de 300 km à l'est pour passer du Rhin à la Vézère, et qu'on pourrait englober dans ses marges un peu sauvages d'autres régions d'ailleurs, comme l'Armorique ou le Pays Basque. En réalité, c'est la même histoire qui se répète pour les Mérovingiens que pour leurs ancêtres les Romains. Maximiser le retour sur investissement d'opérations militaires de choc en territoire ennemi, mais surtout attendre que les efforts de civilisation, pour employer un mot vraiment moche, entrepris par des hommes plus pieux ou plus commerçants que les armées royales, aplanissent vraiment les difficultés pour envisager une intégration politique et culturelle. Ce qui prendra encore quelques siècles pour ces régions. D'ailleurs, si on continue notre tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est à peu près la même histoire avec le reste de l'Europe du Nord, sinon que les relations sont plus pacifiques. Scandinavie et Grande-Bretagne sont là aussi des territoires périphériques, connus des Francs, mais laissés à l'écart. Sans doute parce que la logistique maritime à mettre en œuvre pour attaquer ces braves gens serait un casse-tête à déployer. En clair, la Scandinavie, c'est loin. Et la Manche, c'est profond,
Alors pourquoi s'embêter à rendre visite à des voisins si inaccessibles alors qu'ils ne sont pas spécialement riches et tout aussi difficiles à mettre sous contrôle que les Saxons? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucun espèce de contact? Non, absolument pas. Le commerce est en pleine croissance avec ces zones qui admirent la superpuissance de l'Ouest, comme l'ont largement prouvé non seulement les découvertes archéologiques d'artefacts et de pièces de monnaie mérovingiennes sur ces territoires, mais aussi le développement d'infrastructures portuaires pour échanger avec le Regnum. Mais à ce stade, si les païens du Nord regardent vers le Sud avec sans doute un peu d'envie, la réciproque n'est apparemment pas très vraie. Par contre, vers la Méditerranée, la situation est assez différente avec les cousins gothiques. Et même si les situations des deux États sudistes sont bien différentes à ce stade, les conclusions, elles, sont assez similaires. À savoir, rien de bien méchant à redouter de ce côté-là, mais inversement, rien de bien formidable à aller y chercher. Le royaume wisigothique a été secoué par des crises politiques à répétition depuis la dernière guerre de 542, avec 3 rois successifs morts violemment en quelques années, jusqu'à l'arrivée de ce dernier prince, un certain Athanagild. Un homme énergique à n'en pas douter, mais qui se retrouve avec un autre problème en accédant au trône après l'exécution de son prédécesseur. Car les impériaux ont pris entre-temps le contrôle de la partie sud du royaume et se sont enracinés dans la région qui deviendra un jour l'Andalousie. Concrètement, pour les Mérovingiens, le roi des Visigoths n'est pas un mollasson qu'on pourrait facilement écraser à la fin des années 50. Mais inversement, tout le monde sait à Soissons ou à Trèves qu'il a d'autres chats à fouetter avec cette invasion byzantine plutôt que de s'aventurer au nord des Pyrénées. Alors le schéma est un peu différent en Italie, qui n'a plus d'Ostrogothique que le nom. La dernière offensive des Francs en 554 avec Butilin et Leutaris a non seulement fini dans un bain de sang, mais a surtout marqué la fin de la guerre générale de 20 ans dans la péninsule. Les impériaux vont écraser les dernières révoltes au tout début des années 60 pour être précis. Mais on peut dire comme Grégoire que le vieil empereur Justinien a réussi son coup. La province historique est de nouveau sous contrôle impérial. Ouf donc, mais à quel prix? Avec un pays totalement exsangue, ruiné de bout en bout et ayant perdu une énorme partie de sa population sous le coup des guerres, famines et autres pestes qui ont dévasté le pays, les Byzantins contrôlent dans les faits un champ de ruines. Après les échecs retentissants des armées franques dans les années 40 et 50, on imagine mal désormais un mérovingien retenter une attaque à la légère sur ce front-là, de peur d'y perdre encore une fois sa chemise. Mais comme pour le pouvoir ibérique, personne ne s'inquiète vraiment non plus d'une contre-offensive menée par les impériaux, vu l'état d'épuisement de l'Empire. D'ailleurs, à Constantinople, la priorité maintenant, c'est les autres frontières, que ce soit les inévitables Sassanides en Mésopotamie, ou pire peut-être, les barbares présents sur la mer Noire ou le Danube, qu'ils s'appellent les Slaves ou les Avars, et qui commencent à faire parler d'eux à l'ouest. Pour finir notre tour, il faudrait d'ailleurs parler des Lombards, derniers voisins barbares directs présents à ce stade du côté de l'Autriche moderne. Malgré les mariages à rebondissement des princesses Visigardes puis de la petite sœur Vultrada, l'alliance avec le peuple de l'Est a tenu toutes ces années et permet d'être à peu près sécurisé de ce côté-là, ce qui était probablement le but pour avoir les mains libres d'ailleurs. En tout cas, les Lombards ayant eux-mêmes trop à faire avec leurs propres voisins ultra-agressifs, qu'ils soient Hérules ou Gépides, personne n'a intérêt à rompre l'alliance à ce stade, malgré le traitement très inélégant des deux princesses. De tout ça, on pourrait juger qu'à la fin des années 50, la situation des Francs est somme toute assez bonne, puisqu'en réalité, il n'y a plus le moindre ennemi puissant à proximité, qu'il soit trop faible politiquement ou trop occupé par ailleurs. En gros, plus personne à même d'éradiquer le Regnum, comme ça aurait bien pu être possible 50 ans plus tôt, lorsque Clovis ne contrôlait qu'un minuscule territoire en Gaule du Nord. Alors, l'historiographie patriotique du XIXe siècle a longtemps prêté des qualités guerrières extraordinaires aux Francs des premières décennies, avec leurs francisques et leur formation delta, pour expliquer l'émergence de ce royaume formidable au milieu des décombres de l'Empire romain. Mais
sans vouloir amoindrir le talent militaire de ces hommes et de leur premier chef. Est-ce vraiment leur incroyable supériorité sur le champ de bataille qui explique leur situation très favorable en 560, ou simplement le fait qu'ils ont eu une sacrée chance en réalité, en tout cas depuis 507, celle d'avoir littéralement le champ libre pour agresser tous leurs voisins sans ne plus trouver d'opposants sérieux face à eux. Mais la situation est-elle idéale pour autant? Si maintenant le Regnum Francorum est devenu un vaste empire, trop gros pour s'écrouler comme on dit, est-ce que ce n'est pas une malédiction cachée en réalité? Car la vraie question devient, qui les Francs peuvent-ils vraiment attaquer désormais? Évidemment, et comme le montre sans conteste la guerre de Saxonie, on peut toujours s'en prendre aux plus faibles, comme les tribus païennes du Nord, excellentes pourvoyeuses d'esclaves et de butin. Mais encore faut-il monter des expéditions vers ces peuplades, de plus en plus coûteuses et pénibles au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans des terres moins hospitalières, et par conséquent moins rémunératrices. Quant aux autres territoires plus romanisés, la guerre reste aussi une option. Mais comme l'ont bien montré les opérations des 20 dernières années, réussir une invasion militaire n'est pas si simple contre des ennemis qui sont aussi motivés, efficaces et organisés que les Francs, en dépit de leur indécrottable attachement à l'hérésie, ce qui, selon Grégoire, devrait normalement faire pencher la balance en direction de nos héros. Fin des années 50, l'Empire mérovingien a une chance unique d'avoir la paix. Oui, c'est vrai, et c'est sans doute heureux avec notre vision du XXIe siècle. Mais la paix, c'est paradoxalement tout sauf une cause de stabilité dans le Regnum, où le modèle culturel, c'est que les aristocrates et autres hommes forts vivent depuis des générations dans une société où la puissance dépend du pillage militaire et de la redistribution des richesses à ces hommes de guerre. Pour les rois du Regnum, le calme aux frontières, sauf à changer de modèle culturel et économique de leur état d'un coup, ce qui, dans l'histoire des sociétés, n'arrive à peu près jamais sauf gros bouleversements, tout cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. S'il faut faire la guerre, il va falloir la mener non pas vers les frontières, mais vers l'intérieur, comme nous allons vite le voir.